Il a choisi sa famille plutôt que moi, et ça a détruit notre mariage. Le jour où j'ai fait mes valises, mon mari est resté planté là, près de la porte, à regarder sa mère rire de moi, sans dire un mot, absolument rien. Ce silence a brisé en moi une blessure que 4 ans de mariage n'avaient pu guérir. Mais avant de vous révéler la fin, il est essentiel que vous connaissiez le début, car rien dans cette histoire n'est ce qu'il paraît. Restez avec moi jusqu'à la fin, car un revirement inattendu vous attend, que même moi je n'ai pas vu venir. Et si ce genre d'histoire vous touche, abonnez-vous sans plus tarder pour ne rien manquer. Je m'appelle Adaz. J'avais 26 ans quand j'ai rencontré Kelechi à un mariage à Enugu. Il n'était pas le plus sociable, mais il avait cette façon d'écouter comme si vous étiez la seule personne qui comptait. Quand il m'a demandé mon numéro ce soir-là, j'ai failli refuser. J'avais entendu des histoires sur des hommes comme lui, beaux, éloquents, issus d'une bonne famille, le genre d'homme qui traînait un lourd passé, plus lourd que l'amour qu'ils offraient. Mais quelque chose dans sa façon de rire, dans le coin de ses yeux qui se plissaient, m'a finalement convaincu de lui donner mon numéro. On s'est parlé tous les jours pendant 6 mois avant qu'il me présente à sa famille. J'aurais dû faire plus attention à sa nervosité ce jour-là. Ses mains tremblaient quand il a frappé le portail de sa mère. Je trouvais ça normal. Je pensais que tous les hommes étaient nerveux à l'idée de présenter leur blonde à leur mère. J'ignorais alors que sa nervosité n'était pas liée au fait de vouloir impressionner sa mère avec moi. Il s'agissait de survivre à la conversation qui suivrait mon départ. Sa mère, Mama Ngozi, était une femme de grande taille à la voix puissante qui remplissait une pièce sans qu'elle ait besoin d'élever la voix. Elle m'a dévisagé de haut en bas quand je suis entrée, comme on examine un fruit au marché avant de décider s'il vaut la peine d'être acheté. Elle a souri, mais son sourire n'a jamais atteint ses yeux. « Alors, c'est elle ?» dit-elle, pas à moi, mais à Kelechi, comme si j'étais pas là. J'en ris. Je me disais que les mères étaient toujours protectrices de leurs fils. Je me disais qu'elles finiraient par comprendre en voyant combien je l'aimais. J'avais tort, mais je ne l'ai compris que bien plus tard, quand il sera trop tard pour me protéger. On s'est mariés 1 an plus tard. C'était un mariage magnifique, comme on en voit dans les magazines. Kelechi a braillé en me voyant remonter l'allée. Sa sœur cadette, Uzo Amaka, était ma demoiselle d'honneur principale, du moins c'est ce que je croyais. Avec le recul, je me rends compte qu'elle souriait un peu trop largement chaque fois que maman Ngozi lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Je comprends maintenant que la moitié des sourires à mon mariage n'étaient pas pour moi. C'était des sourires échangés entre des gens qui savaient quelque chose que j'ignorais. La première année de mariage a été bonne. Pas parfaite, mais bonne. Kelechi travaillait comme ingénieur dans une entreprise de services pétroliers à Port Harcourt, et je gérais une petite entreprise d'organisation d'événements de chez moi. On riait beaucoup. On se chicanait parfois, mais on finissait toujours par se réconcilier. Je croyais avoir épousé un homme bien, et je le crois encore aujourd'hui. Au fond, c'était un homme bien. Mais un homme bien qui a peur de sa mère finit toujours par vous décevoir. Tout a commencé petit. De petites choses. Maman Ngozi appelait Kelechi tous les jours, parfois 2 fois par jour, et chaque appel le laissait tranquille pendant des heures. Je lui demandais ce qui clochait, et il répondait, rien, juste des affaires de famille. Je l'ai cru. Pourquoi j'aurais pas cru? On était de jeunes mariés. Je ne voulais pas être la femme qui crée des problèmes entre son mari et sa mère. Ma propre mère m'avait averti. Ne t'interpose jamais entre un homme et sa famille, Adaz. Tu y perdras. Je ne comprenais pas alors à quel point ces paroles allaient se révéler prophétiques. Dès notre 2e année de mariage, les visites ont commencé. Maman Ngozi venait chez nous à l'improviste, et restait parfois une semaine entière. Elle réorganisait ma cuisine. Elle critiquait ma façon de cuisiner le riz jollof, de repasser les chemises de Kelechi, de tenir la maison. Chaque critique était formulée avec un sourire, enrobé de douceur, mais sous cette carapace se cachait une menace. Plus profonde, quelque chose qui donnait déjà l'impression qu'elle cherchait à me chasser de chez moi. De mon temps, disait-elle en remuant une marmite que j'avais déjà assaisonnée, une femme connaissait le ragoût préféré de son mari avant même de l'épouser, mais petit à petit, tu apprendras. J'ai souri et j'ai hoché la tête, car qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Kelechi ne m'a jamais défendu dans ces moments-là. Il s'asseyait au salon, faisant semblant de regarder le football, faisant semblant de ne pas entendre sa mère me démanteler petit à petit dans sa cuisine. Plus tard, au lit, je pleurais en silence, et il me prenait dans ses bras en disant « Elle est bien intentionnée, elle est juste un peu vieille école, laisse-lui du temps. » Je lui ai donné du temps. Je lui ai laissé 2 ans, 3 ans, et rien n'a changé. Au contraire, la situation a empiré. Je me souviens d'une soirée en particulier que je n'oublierai jamais. C'était durant notre 3e année de mariage. Maman Ngozi est venue nous rendre visite encore une fois, accompagnée d'Uzu Amaka. Elles sont arrivées sans avertissement, comme d'habitude, et je les ai accueillies, comme d'habitude, car c'est comme ça que j'étais. Une femme qui croyait que la gentillesse finirait par être récompensée par le respect. Je me trompais, là aussi. Ce soir-là, alors que je préparais le souper dans la cuisine, j'ai entendu une conversation par la porte entr'ouverte. La voix de Mama Ngozi, basse mais perçante, s'adressait à Uzu Amaka. 2 ans, et elle ne lui a toujours pas donné d'enfant. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce qu'on risque de perdre si ça continue? Je suis restée figée devant l'évier, une assiette à la main.
Usuamaka a répondu, d'une voix tout aussi basse. Maman, c'est peut-être pas sa faute. Peut-être. Peu importe à qui la faute. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer si elle n'y arrive pas. Tu sais ce que ton père a dit avant de mourir. Tu sais ce qui est en jeu. Je suis restée là, le cœur battant la chamade, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Quel était l'enjeu? Qu'avait dit le père de Kileshi, maintenant décédé? Je ne l'avais jamais rencontré. Il était mort 2 ans avant notre rencontre, mais sa présence planait lourdement sur cette maison, à travers les photos encadrées au mur, dans la façon dont Mama Ngozi prononçait son nom comme une parole sacrée. Je n'ai pas demandé à Kileshi à ce sujet ce soir-là. Je me disais que j'avais mal entendu, que j'exagérais, que le stress lié à mes essais pour avoir un enfant me rendait paranoïaque, mais quelque chose en moi avait changé. Une petite graine de suspicion avait été semée et elle allait grandir lentement, silencieusement, jusqu'à tout consumeur. Si vous avez déjà ressenti cet instinct, cette impression sourde et persistante qu'on vous cache quelque chose, vous savez exactement de quoi je parle. Et si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous sans plus tarder, car je vous promets que la suite vous laissera sans voix. 6 mois après cette conversation entendue par hasard, les choses se sont accélérées. Mama Ngozi a commencé à inviter une jeune femme aux réunions de famille, une femme nommée Ifeanyiwa. On me l'a présentée comme une amie de la famille, la fille d'une des plus anciennes connaissances de Mama Ngozi, originaire de leur ville natale d'Anambra. Ifeanyiwa était polie, douce et d'une beauté discrète et sans prétention. Elle semblait toujours être présente aux événements où Kileshi se trouvait, son anniversaire, le mariage traditionnel d'un cousin, ou encore la fête du Nouvel An chez Mama Ngozi. Au début, je n'y ai pas porté attention. Les familles nigérianes sont grandes et les amis de la famille sont présents à chaque événement, intégrés à la trame de relations étendues que les étrangers ne peuvent jamais vraiment cerner. Mais j'ai commencé à remarquer des choses. La façon dont Mama Ngozi plaçait toujours Ifeanyiwa près de Kileshi. La façon dont elle demandait à Ifeanyiwa de servir Kileshi, même quand j'étais juste là, parfaitement capable de servir mon propre mari. La façon dont le regard de Kileshi s'attardait un peu trop longtemps sur Ifeanyiwa quand il riait. J'ai posé la question à Kileshi une fois, l'air de rien, pendant un dîner. Qui est Ifeanyiwa, exactement, pour ta famille? Il a haussé les épaules sans lever les yeux de son assiette. Juste une amie, Mama Ngozi. Leurs familles se connaissent depuis longtemps. Elle est toujours là, que j'ai dit en essayant de garder un ton léger. Ne commence pas, dit-il, et il y avait dans sa voix une pointe d'agressivité que je ne lui connaissais pas. J'ai laissé tomber. Mais la graine de suspicion dont je parlais plus tôt s'était transformée en une petite plante tenace, enracinant ses racines plus profondément dans mon esprit. J'ai commencé à y porter plus d'attention, pas de manière obsessionnelle, ni au point d'être consumée, mais comme toute femme qui sent son mariage vaciller. J'aimerais prendre une pause ici et vous dire quelque chose d'important, parce que je sais que certaines d'entre vous qui regardez cette vidéo sont passées par là. Lorsque votre intuition vous crie dessus et que tout le monde vous dit que vous exagérez, que vous manquez de confiance en vous, que vous vous faites des idées, écoutez-la malgré tout. La mienne allait se révéler juste d'une manière totalement inattendue. C'était un mardi soir. Kileshi était allé prendre une douche quand son téléphone a vibré sur sa table de nuit. Il l'avait oublié, pour une fois. Franchement, je n'avais pas l'intention de regarder, mais la notification qui s'est affichée sur l'écran m'a glacé le sang. C'était un message d'Ifeanyiwa. Il disait « Maman a dit que les anciens sont prêts à finaliser les choses dès que tu le seras. Dis-le simplement. » Finaliser quoi? Je suis restée là, plantée devant l'écran, le cœur battant la chamade, les mains tremblantes. J'ai entendu l'eau de la douche s'arrêter et j'ai reposé mon téléphone à sa place, mais mon esprit était déjà assailli par une centaine de scénarios terrifiants. Cette nuit-là, j'ai pas fermé l'œil. Allongée près de Kileshi, j'écoutais sa respiration régulière, me demandant quel secret il cachait, quelle chose restait à régler et pourquoi sa propre mère était impliquée. J'ai songé à le confronter tout de suite, mais une petite voix me disait d'attendre, de recueillir d'abord plus d'informations. Une femme qui se bat dans l'ombre contre un ennemi invisible et voué à l'échec. Il me fallait d'abord y voir plus clair. Au cours des semaines suivantes, je suis devenue plus observatrice, plus attentive. J'ai commencé à remarquer que les visites de Mama Ngozi étaient plus fréquentes et qu'à chaque fois, elle et Kileshi disparaissaient dans son bureau pour des conversations privées qui s'interrompaient brusquement dès que je passais. J'ai remarqué qu'Usuamaka était devenu inhabituellement gentil avec moi, presque trop gentil, comme on l'est quand on se sent coupable. J'ai remarqué que Kileshi revenait plus souvent tard du travail, toujours avec une explication qui semblait un peu trop apprise par cœur. Et puis, un après-midi, tout a basculé. J'étais allée rendre visite à mon amie Chiamaka, qui travaillait comme adjointe juridique dans un cabinet d'avocats de la ville. Nous dînions lorsqu'elle a mentionné, presque par hasard, que son cabinet avait récemment traité un litige foncier impliquant une famille d'Anambra, un litige qui s'était réglé à l'amiable, sans passer par les tribunaux. Elle prononce le nom de famille avec désinvolture, sans se douter de l'importance que ça aurait pour moi. Je lui ai demandé, aussi calmement que possible, de quoi il s'agissait. Elle a hésité, puis a dit « Je ne devrais probablement pas te le dire, mais comme tu es pratiquement de ma famille maintenant, c'était des terres ancestrales. » Apparemment, une vieille entente, vieille de plusieurs générations, existait entre deux familles.
Si un héritier mâle de la famille de ton mari n'avait pas de fils dans une certaine lignée, une partie de terre très précieuse reviendrait à l'autre famille. C'est une vieille tradition, liée à des accords conclus par leur grand-père. Des trucs très traditionnels. J'ai eu les mains gelées en sentant mon verre de jus. J'ai demandé lentement à l'autre famille. Comment s'appelle-t-il? Chiamaka réfléchit un instant et dit. Je crois que c'était Okonjo, quelque chose comme ça. Il y avait une fille. Je m'en souviens parce que l'accord l'a désignée expressément comme la mère de l'héritier pour que la réclamation foncière soit définitivement annulée. Le sol s'est déroba sous mes pieds. Ife Inoue, le nom de son fils était Okonjo. Soudainement, tout s'éclaira. Les messages, la finalisation, l'obsession de maman Guzi quant à ma capacité d'avoir des enfants, l'étrange conversation entendue par hasard sur les paroles de ton père avant de mourir. Le père de Kelechi avait apparemment conclu une sorte d'arrangement, une promesse, un pacte, si Kelechi se mariait et avait un fils avec Ife Inoue. Okonjo, le conflit foncier entre les deux familles serait définitivement réglé en leur faveur. Mon mariage avec Kelechi n'avait jamais fait partie de ce plan. J'étais, aux yeux de sa famille, un obstacle, une complication, une femme qui était arrivée et avait fait dérailler un plan qu'il protégeait depuis des années. Je ne sais pas comment j'ai pu endurer le reste de ce dîner avec Chiamaka. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai fait comme si de rien n'était, mais intérieurement, je m'effondrais. En rentrant à la maison ce soir-là, je n'ai pas confronté Kelechi immédiatement. Il me fallait des preuves. Je devais comprendre toute la situation avant de dire un seul mot, car je savais, instinctivement, que si je venais le voir avec des soupçons à moitié fondés, sa famille trouverait le moyen de déformer les faits et de me faire passer pour paranoïaque, instable et ingrate. J'ai donc attendu, j'ai observé, et 2 semaines plus tard, j'ai obtenu la confirmation dont j'avais besoin. Maman Ngozi a convoqué une réunion de famille d'urgence, non pas le traditionnel déjeuner dominical en famille, mais une réunion formelle, réservée aux questions graves. Elle a expliqué que c'était pour discuter de l'avenir des terres familiales. J'ai été invitée, ce qui m'a surpris jusqu'à ce que je comprenne pourquoi. Ils avaient besoin de ma présence. Ils avaient besoin que je l'entende directement, pour éviter toute confusion et m'empêcher de prétendre plus tard que je n'avais pas compris. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà qu'un événement explosif se prépare, et croyez-moi, la situation va empirer avant de s'améliorer. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé lors de cette réunion, permettez-moi de vous rappeler que si cette histoire vous tient en haleine, vous devez être abonné, car la fin de cette histoire me hante encore chaque jour. La réunion a eu lieu chez Mama Ngozi, dans le même salon où je l'avais rencontrée pour la première fois il y a 7 ans. La salle était pleine. Mama Ngozi trônait au bout de la table, telle une reine régnant sur sa cour. Uzo Amaka était à ses côtés, ainsi que 2 oncles âgés que j'ai reconnus comme des oncles éloignés du côté paternel de Kelechi. Et à mon grand désarroi, Ifeanwa elle-même, assise tranquillement dans un coin, les mains jointes sur les genoux, refusait de croiser mon regard. Kelechi était assis à côté de moi, et je sentais la tension émaner de lui comme la chaleur de son fourneau. Il savait ce qui allait se produire. Il le savait probablement depuis des années. Et pourtant, il m'a laissé entrer dans cette pièce sans un mot d'avertissement. Maman Ngozi a commencé à parler, d'une voix calme et posée, la voix d'une femme qui avait répété ce discours des milliers de fois dans sa tête. Elle a parlé de traditions, des promesses sacrées faites entre les familles, de la terre qui appartenait à leurs ancêtres depuis des générations, et des accords conclus il y a des décennies, qui ne pouvaient être respectés que par un lien de sang précis. Mon mari, que son âme repose en paix, a fait une promesse sur son lit de mort, a-t-elle dit en regardant Kelechi droit dans les yeux, que la terre de notre famille, la terre qui nourrit toute cette famille, la terre pour laquelle ton grand-père s'est battu, ne serait en sécurité que si tu respectais les accords avec la famille Okonjo. C'était écrit, scellé par les anciens. J'étais assise là, le cœur battant si fort que j'étais certaine que tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. Et où est-ce que je me situe exactement dans cette entente? Demandai-je, la voix tremblante malgré tous mes efforts pour paraître calme. Maman Ngozi s'est tournée vers moi, et pour la première fois en 7 ans, son expression ne laissait transparaître aucune fausse chaleur. Elle a simplement répondu « Non. Tu n'as jamais fait partie de ce plan, Adiz. Kelechi a fait une erreur en t'épousant avant d'avoir consulté les anciens comme il se doit, mais les erreurs peuvent être corrigées. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. J'ai regardé Kelechi, attendant, priant pour qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre, pour défendre notre mariage, pour défendre les 4 années qu'on avait bâties ensemble. Mais il dit rien. Il était assis là, les yeux rivés sur ses mains, la mâchoire serrée, refusant de croiser mon regard. Kelechi. J'ai dit, la voix brisée. Dis quelque chose. Il a finalement levé les yeux vers moi, et ce que je vis dans son regard n'était ni défi, ni amour, ni courage. C'était la défaite. Adiz, dit-il doucement, tu ne comprends pas ce qui est en jeu, cette terre, c'est pas juste une terre. C'est l'héritage de mon père. C'est la survie de la famille. Si je ne le fais pas, on perd tout. Alors tu vas divorcer, dis-je, les mots me laissant un goût amer. Épouser une femme que ta mère a choisie pour toi avant même ma naissance, tout ça pour sauver des terres? C'est pas si simple, dit-il. C'est aussi simple que ça, j'ai dit en me levant, tremblante de tout mon corps. Tu l'es choisie plutôt que moi.
Tu l'es choisi probablement depuis des années, et j'étais trop aveugle, trop amoureuse, trop naïve pour le voir. Maman Ngozi reprit la parole, sa voix douce désormais, presque compatissante, ce qui, paradoxalement, ne faisait qu'empirer les choses. Adiz, ma chère, on cherche pas à te faire du mal. On va s'assurer que tu sois indemnisée. Vous pouvez garder la voiture et de l'argent pour recommencer à zéro. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Avec le temps, tu comprendras que certaines choses sont plus importantes que les sentiments personnels. J'ai balayé la pièce du regard, Usu Amaka, qui évitait mon regard, Ifnié, assise là, acceptant en silence un plan qui nous traitait tous les deux comme des pions, les oncles âgés, hochant la tête comme si toute cette conversation était parfaitement normale. Et finalement Kéléchi, mon mari depuis 4 ans, assis là, silencieux, pendant que sa famille détruisait notre mariage sous mes yeux. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose qui me prendrait des mois à assimiler. Je n'avais jamais vraiment eu le contrôle de cette histoire. Je suis entrée dans une famille où un plan était déjà en marche, un plan établi bien avant ma rencontre avec Kéléchi. Ni l'amour, ni la loyauté, ni aucun sacrifice de ma part n'aurait pu changer le cours des choses, car le destin en avait décidé bien avant mon arrivée dans leur monde. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue, car jusqu'à présent, vous pensez sans doute savoir exactement comment ça se termine. Vous vous trompez. Reste avec moi. J'ai quitté cette réunion en silence. J'ai pas crié. J'ai pas pleuré devant eux. J'ai refusé de leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Je suis sortie de cette maison avec le peu de dignité qu'il me restait, et Kéléchi ne m'a pas suivi. Il m'a laissé rentrer seule à la voiture dans le noir, tremblante, le cœur brisé, tout en essayant de garder mon sang-froid. J'ai pris la voiture pour entrer dans ce que je considérais encore naïvement comme notre maison, et je suis restée assise dans l'allée pendant 1 heure avant de pouvoir me résoudre à entrer. Quand je l'ai finalement fait, j'ai commencé à faire mes valises. Pas parce que Kéléchi m'avait demandé de partir, pas encore, mais parce que je savais, avec une certitude viscérale, que je ne pouvais pas rester dans un mariage où le silence de mon mari avait déjà répondu à toutes mes questions. Kéléchi est revenu 2 heures plus tard. Il m'a trouvé dans notre chambre, en train de plier des vêtements dans une valise, et pendant un instant, il est resté planté là, à me regarder, sur le seuil. « Adiaz, parlons-en, s'il te plaît, dit-il doucement. Y a rien à dire, Kéléchi. Oui, et au lieu de cela, tu m'as laissé apprendre par un ami avocat, pendant le dîner, que mon mariage reposait sur des fondements que ta famille s'efforçait activement d'anéantir. Je ne savais pas comment te le dire, répondit-il d'une voix brisée. J'essaie de trouver une issue depuis des années. Je t'aime, Adiaz. Je n'ai jamais voulu de tout ça. Mais aujourd'hui, t'étais assis dans cette pièce, et t'as rien dit. Tu as laissé ta mère parler de corriger une erreur. Moi, comme si j'étais un produit défectueux à renvoyer, et tu n'as rien dit. Il n'avait pas de réponse, parce qu'il n'y avait pas de réponse. Certains silences en disent plus que tous les mots, et son silence dans cette pièce m'avait tout révélé sur la place que j'occupais réellement dans sa vie. 3 jours plus tard, je suis allée vivre dans la chambre d'amis de ma sœur à Auri. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de chagrin, d'humiliation et d'un étrange vide engourdissant que j'ai encore du mal à décrire. Je n'ai pas quitté la maison pendant la première semaine. Je mangeais à peine. Ma sœur Nkechi restait assise avec moi tous les soirs, me tenant la main pendant que je pleurais à chaudes larmes, répétant sans cesse les mêmes questions. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je pu aimer un homme pendant 4 ans sans jamais vraiment le connaître? Comment une mère peut-elle juger un autre être humain sur ses origines et son ascendance? Mais le chagrin, aussi douloureux soit-il, finit par laisser place à la lucidité, et cette lucidité, lorsqu'elle est enfin apparue, a révélé une vérité inattendue, un tournant qui a tout bouleversé. C'était lors d'une visite de routine à l'hôpital, environ 3 semaines après avoir quitté la maison de Kéléchi. Je me sentais anormalement fatiguée, j'avais des nausées le matin, et ma sœur a insisté pour que je consulte, inquiète que le stress de tout ça n'affecte ma santé. Assise dans la petite salle d'attente de la clinique, je m'attendais à ce que le docteur m'annonce une hausse de tension ou une petite maladie due au stress. Au lieu de cela, il a consulté mon dossier, m'a regardé et a dit les mots qui allaient bouleverser ma vie. « Madame Adéaz, vous êtes enceinte. » Environ 8 semaines de grossesse. J'étais assise, abasourdie et silencieuse. 8 semaines. Cela signifiait que j'étais tombée enceinte avant cette horrible réunion de famille, avant même de découvrir la vérité sur l'accord foncier, avant même d'avoir mis un seul vêtement dans cette valise. Je portais l'enfant de Kéléchi, un enfant conçu dans un mariage que sa propre famille s'efforçait activement de dissoudre, car elle pensait que je ne pourrais jamais lui en donner un. Assise dans cette clinique, un instant, une vague d'émotions complexes m'a submergée. Une partie de moi avait envie de courir chez Mama Ngozi et de lui cracher au visage, de lui montrer que l'erreur qu'elle s'était empressée de corriger avait en réalité donné à son fils exactement ce que toute la famille désirait tant. Une autre partie de moi, plus profonde, plus protectrice, sentait quelque chose se durcir en moi, car je comprenais à ce moment précis ce qui se passerait si je leur disais la vérité. Si Mama Ngozi et Kéléchi apprenaient que j'étais enceinte, tout changerait, et pas nécessairement à mon avantage. Je l'imaginais ben clairement. Kéléchi se précipitant vers moi, me déclarant son amour, implorant une réconciliation, non par pur amour pour moi, mais parce que, soudain, j'avais de nouveau de la valeur.
Je deviendrais la femme qui pourrait lui donner l'héritier dont sa famille avait si désespérément besoin, et chacun oublierait opportunément l'humiliation de cette rencontre, le projet de me remplacer, le silence qui m'avait brisé le cœur. Je serais de nouveau rattrapée par cette famille, non par respect, mais parce que je détenais désormais la seule chose qu'ils m'avaient toujours refusée. Et Ifeanyiwa, qu'en était-il de l'entente foncière? Est-ce qu'ils allaient tout simplement l'abandonner dès qu'ils apprendraient ma grossesse, ou tenteraient-ils un stratagème pour concilier les deux? Kelechi m'épouserait pour l'enfant, tout en respectant ses obligations envers la famille Okonjo. Je n'en savais rien, et honnêtement, j'aurais préféré ne pas le savoir. Ce jour-là, assise dans cette petite clinique, j'ai pris une décision qui allait marquer le reste de ma vie. J'ai décidé de ne rien leur dire, pas encore, peut-être jamais. J'élèverais cet enfant à ma façon, loin de l'ombre d'une famille qui m'avait déjà prouvé, de la manière la plus crue qui soit, à quel point je comptais pour eux, lorsque je ne pouvais pas leur offrir ce qu'ils désiraient. Si vous croyez savoir où cette histoire va nous mener, je vous assure que vous n'avez pas encore tous les éléments. Un secret aussi lourd ne reste pas enfoui éternellement, et ce qui s'est passé ensuite a mis à rude épreuve mes dernières forces. Si cette histoire vous tient en haleine, abonnez-vous, car la suite a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la famille, la loyauté et l'amour. J'ai brièvement vécu à Lagos, chez ma cousine, le temps de réfléchir à la suite. Au début, je n'ai parlé à presque personne de ma grossesse. Seulement ma sœur et ma mère étaient au courant. Je me suis investie à fond dans le développement de mon entreprise d'organisation d'événements, puisant dans la douleur et l'adrénaline de tout ce que j'avais traversé la force de continuer. En quelques mois, mon entreprise a connu une croissance fulgurante, dépassant tous mes espoirs, notamment parce que je m'y consacrais corps et âme, refusant de m'abandonner et de risquer de m'effondrer. Durant ces mois, Kelechi a essayé de me joindre. Il a appelé, il a envoyé des textos, il s'est même présenté une fois chez ma sœur, restant planté devant le portail pendant près d'une heure avant que Nkechi ne lui demande enfin de partir. J'ai refusé toutes ces tentatives de contact, pas par méchanceté, mais parce que je me faisais vraiment pas confiance pour lui parler sans craquer complètement ou dire quelque chose que je regretterais. J'avais besoin de prendre du recul. J'avais besoin de découvrir qui j'étais en dehors de mon rôle d'épouse, à part celui de femme que sa famille avait cherché à rejeter. Finalement, la famille de Maman Gozi a appris que j'avais déménagé à Lagos et que j'avais coupé tout contact. J'ai appris par des connaissances communes que la famille avait entrepris les démarches pour officialiser la relation entre Kelechi et Ifeanyiwa. Cependant, je ne savais pas du tout si un mariage avait eu lieu, et franchement, je me disais que ça m'était égal. Mais la vie, comme souvent, me réservait une autre surprise. Alors que j'étais enceinte d'environ 5 mois, mon ventre étant déjà bien visible, j'ai croisé Uzumako par hasard dans un centre commercial de Lekki. Elle achetait des vêtements pour bébé, pour une raison que j'ignorais encore, et elle s'est figée en me voyant, son regard se posant aussitôt sur mon ventre arrondi. « Adiaz, t'es enceinte ?» a-t-elle soufflé, le choc se lisant sur son visage. J'ai songé à mentir. Je suis partie sans un mot, mais quelque chose en moi, peut-être l'épuisement, peut-être le besoin de dire enfin la vérité à quelqu'un de cette famille, m'a fait m'arrêter et hocher simplement la tête. La réaction d'Uzumako n'était pas celle que j'attendais. Elle n'a pas souri triomphalement, elle n'a pas immédiatement cherché son téléphone pour appeler sa mère. Au contraire, ses yeux se sont remplis de larmes et elle a dit quelque chose qui a complètement bouleversé ma compréhension de tout ce qui s'était passé. « Adiaz, je dois te dire quelque chose, et j'aurais dû te le dire il y a longtemps. » dit-elle d'une voix tremblante, l'accord foncier n'était pas réel, pas comme maman me l'avait présenté. Je l'ai regardée, perplexe. « Que entends-tu par « pas réel » ?» Elle a jeté un coup d'œil nerveux autour d'elle, puis m'a entraînée vers un coin plus tranquille du centre commercial. Il y avait bien un vieux différend foncier, il y a plusieurs générations, c'est vrai. Mais les accords précis présentés par maman, stipulant que Kelechi devait épouser Ifeanyiwa et qu'un héritier mâle était nécessaire pour annuler définitivement la réclamation, c'est quelque chose qu'elle a inventé des années après la mort de notre père. Elle a utilisé le souvenir de notre père, son prétendu dernier souhait avant de dormir, pour contrôler Kelechi. Elle convoitait les relations politiques de la famille Okonjo. Le père d'Ifeanyiwa est un entrepreneur influent lié au marché public. Maman a vu là une occasion de lier nos familles et elle a déformé et exagéré l'histoire de la terre pour forcer la main de Kelechi, sachant qu'il ne refuserait rien qui soit lié à la mémoire de son père. J'ai eu l'impression que le plancher se dérobait sous mes pieds une fois de plus. « Tu veux dire, dis-je lentement, qu'il n'y a jamais eu de véritable entente ? Que ta mère a inventé toute cette histoire pour forcer Kelechi à me quitter pour un mariage avantageux pour elle socialement et financièrement ?» Uzumako hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis tellement désolée, Adiaz. J'ai accepté parce que j'avais peur d'elle, parce que dans notre famille, personne ne remet en question maman. Mais te voir ici, enceinte, après avoir tout perdu à cause d'un mensonge de ma mère. Je ne peux plus garder ça pour moi. » Kelechi lui-même ignore la vérité. Il croit, du moins en partie, que c'est vrai, car sa mère a tellement manipulé l'histoire que même lui ne sait plus distinguer la vérité originale des ajouts qu'elle a fait au fil des ans. Je restais là, dans ce centre commercial, la main posée instinctivement sur mon ventre, encaissant une trahison bien plus profonde et calculée que je ne l'avais imaginée. Ce n'était pas seulement que Kelechi avait choisi sa famille plutôt que moi par une sorte d'obligation sacrée ancestrale.
C'était que sa propre mère avait forgé un mensonge élaboré, instrumentalisant le souvenir de son défunt mari pour manipuler son fils et le pousser à abandonner son mariage par ambition sociale. Cette révélation n'a rien arrangé comme par magie. Ça n'a pas effacé des mois de douleur, d'humiliation et de chagrin, mais ça a accompli quelque chose d'important, ça m'a apporté de la clarté. Cela a confirmé que mon intuition était juste depuis le début, quelque chose n'allait pas profondément, avait été fabriqué de toutes pièces, était profondément injuste. Ça m'a forcé à décider de ce que j'allais faire de cette information. J'aurais pu l'utiliser comme arme. J'aurais pu aller directement voir Kéléchi, révéler les mensonges de sa mère et peut-être même sauver mon mariage. Une partie de moi, une petite partie blessée, le désirait ardemment. Mais une part plus importante de moi, celle qui avait passé des mois à reconstruire mon identité et ma force indépendamment de la famille de Kéléchi, avait compris quelque chose d'essentiel. Même si le mensonge précis était révélé, la vérité fondamentale demeurait inchangée. Kéléchi était assis dans cette pièce, silencieux, pendant que sa mère projetait de me rejeter. Que ces raisons soient liées à un conflit foncier ou à une ambition sociale moderne, cela ne changeait rien au fait que, dans l'instant crucial, il avait préféré le silence à la défense de notre mariage. J'ai remercié Uzu Wamaka pour son honnêteté. Je lui ai donné mon numéro au cas où elle aurait besoin de parler et j'ai quitté ce centre commercial avec un sentiment de paix étrange et inattendu. J'avais enfin mes réponses. J'ai compris toute la situation et j'ai compris avec une clarté absolue que, quelle que soit la vérité derrière ce mensonge, mon avenir restait le même. Bâtir une vie pour moi et mon enfant, indépendamment d'une famille qui m'avait clairement montré ce que je représentais pour elle, lorsque l'intérêt l'exigeait. Nous approchons de la fin de cette histoire, mais un dernier rebondissement nous attend, alors restez avec nous. Et si vous avez apprécié cette histoire jusqu'à présent, c'est le moment idéal pour vous abonner, car le dénouement vous surprendra. J'ai accouché d'un beau petit garçon 7 mois après avoir appris ma grossesse. Je l'ai appelé Ikena, qui veut dire « force du père ». Pas en l'honneur de Kéléchi, mais en hommage à la force que j'ai puisée en moi pour devenir à la fois père et mère pour mon fils. Pour bâtir une vie indépendante d'une famille qui avait essayé de m'effacer. La nouvelle de la naissance d'Ikena est finalement parvenue à Kéléchi par l'intermédiaire de ma sœur, qui avait maintenu un contact minimal avec lui uniquement pour l'informer de la naissance de son fils, convaincu qu'il méritait cette vérité fondamentale malgré tout ce qui s'était passé. Selon ma sœur, la réaction de Kéléchi a été immédiate et bouleversante. Il a pleuré, il a supplié de voir le bébé. Quelques jours plus tard, il est arrivé à Lagos, désespéré et couvert d'excuses, complètement anéanti par la nouvelle. Je lui ai permis de voir Ikena parce que je croyais, et je crois toujours, qu'un enfant mérite de connaître son père, quelles que soient les lacunes de ce dernier en tant que mari. Mais dès cette première visite, j'ai été très claire. Voir son fils ne signifiait pas retourner à un mariage irrémédiablement brisé. Durant les mois qui ont suivi, il a essayé de me reconquérir. Il m'a avoué la vérité sur le mensonge inventé par sa mère, la même vérité qu'Uzwamaka m'avait déjà révélée. Croire que cette révélation changerait, tout prouverait que notre séparation était le fruit d'une manipulation et non d'un véritable choix de sa part, fait contre moi. Il m'a supplié de comprendre qu'il était pris au piège, manipulé, contrôlé par une mère dont l'emprise sur lui était le résultat de décennies de chagrin, de culpabilité et de manipulation psychologique suite au décès de son père. Je l'ai écouté, je l'ai laissé tout m'expliquer, car je croyais qu'il méritait d'être entendu, tout comme moi autrefois. Mais quand il eut fini, je lui ai dit quelque chose qui, je le crois encore aujourd'hui, est l'une des vérités les plus importantes que j'ai jamais prononcées. Kéléchi, je comprends maintenant que ta mère a menti, que tu as été manipulé, mais comprendre pourquoi tu m'as déçu n'efface pas le fait que tu m'as déçu. Tu étais assis dans cette pièce, et même sans connaître toute la vérité sur ce mensonge, tu savais qu'il était mal de choisir la tradition plutôt que ta femme, de choisir le silence plutôt que de défendre notre mariage. Qu'il s'agisse d'un véritable conflit foncier ou d'un conflit inventé de toutes pièces, tu as laissé ta mère décider de ma valeur devant tout le monde et tu n'as rien dit. Je peux te remercier, Kéléchi, je l'ai déjà fait pour ma propre paix, mais te pardonner ne signifie pas retourner à une vie où je dois me demander chaque jour si tu te tairas à nouveau la prochaine fois que ta mère décidera que je suis gênante. Il a pleuré, il s'est excusé d'innombrables fois, mais je suis restée ferme car j'avais appris, à travers la plus dure épreuve de ma vie, que l'amour sans courage ne suffit pas à bâtir un mariage. Un amour qui ne peut résister à la manipulation, à la peur, au confort du silence quand il est si facile, un amour, aussi réel soit-il, finira par te briser. Nous ne nous sommes pas réconciliés. Kéléchi est restée présente dans la vie d'Ikena, assumant ses responsabilités financières, étant présente pour ses anniversaires et les étapes importantes de sa vie. Au fil du temps, nous avons bâti une relation de coparentalité respectueuse et fonctionnelle, même si l'amour romantique entre nous n'est jamais revenu comme avant. Mama Ngozi a tenté à plusieurs reprises de s'immiscer dans la vie d'Ikena, se présentant comme une grand-mère attentionnée, oubliant opportunément le rôle qu'elle avait joué dans la quasi-destruction du mariage de ses parents avant même sa naissance. J'ai permis des contacts limités et supervisés, car je refusais que ma propre souffrance dicte les relations de mon fils avec sa famille élargie. Je me suis toutefois assurée à chaque fois qu'elle comprenne clairement qu'elle n'avait plus aucun pouvoir sur ma vie ni sur mes décisions. Quant à Ife Aniwa, le mariage arrangé s'est écroulé discrètement en moins d'1 an. Lorsque l'on a appris que Kéléchi avait eu un fils avec moi,
et lorsque les aveux d'Usu Amaka concernant le conflit foncier artificiel ont fini par parvenir aux autres membres de la famille et aux aînés, révélant la véritable nature des manipulations de Mama Ngozi, Ife Aniwa, d'après ce que j'ai appris plus tard, était soulagée plutôt que désespérée. Elle n'avait jamais souhaité cet arrangement, y ayant été contrainte par son propre père ambitieux, une autre victime de la volonté de deux familles de sacrifier le bonheur de leurs enfants pour des gains sociaux et financiers. Avec le recul, des années plus tard, je comprends que cette histoire n'a jamais simplement consisté à ce qu'un mari choisisse sa famille plutôt que moi. Elle racontait le danger du silence, le danger d'aimer quelqu'un qui n'a pas le courage de protéger cet amour quand il est crucial. Elle illustrait les manipulations que les familles peuvent tisser, parfois pour des raisons aussi ancestrales que la terre, parfois pour des raisons aussi modernes et calculées que l'ambition sociale, et comment ces manipulations peuvent détruire ceux qui en sont pris au piège, à moins que quelqu'un n'ait enfin le courage de dire la vérité. J'ai reconstruit ma vie non pas par une métamorphose spectaculaire, mais par de petits choix constants. Choisir de me choisir, choisir mon fils, choisir de faire confiance à mon intuition, même quand tout le monde autour de moi insistait sur le fait que j'exagérais. Mon entreprise d'organisation d'événements a pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée. J'ai acheté ma propre maison 3 ans après mon divorce. J'ai élevé mon fils entouré de personnes qui l'ont choisi et qui m'ont choisi sans arrière-pensée, sans obligation ancestrale dissimulée derrière des sourires polis. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette histoire, c'est celle-ci. Soyez attentifs au silence. Faites attention lorsque quelqu'un que vous aimez laisse les autres vous manquer de respect sans dire un mot pour vous défendre. L'amour ne se résume pas à de grandes déclarations romantiques ou à des promesses chuchotées en secret. L'amour, c'est du courage. Le courage de dire la vérité pour protéger celui ou celle qu'on prétend chérir, même au prix de son propre confort, même au prix de l'approbation de ses parents. J'ai perdu un mariage que je croyais éternel, mais cette perte m'a révélé une force insoupçonnée, une clarté sur ma propre valeur qu'aucune famille, aucune tradition ancestrale, aucun mensonge ne pourra plus jamais me ravir. Si cette histoire vous a touché comme elle me touche encore chaque fois que j'y repense, abonnez-vous à cette chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui, peut-être, est en ce moment même plongé dans le silence, se demandant si son intuition est erronée, s'il ne surréagit pas à un silence qui parle plus fort que tous les mots. Car quelque part, quelqu'un a besoin de savoir que s'éloigner du silence, de la trahison, d'un amour sans courage, n'est pas une faiblesse, mais le début d'une quête pour découvrir qui vous êtes vraiment. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Tellement d'autres histoires comme celle-ci vous attendent. Des histoires d'amour, de trahison, de résilience et de la force que les femmes trouvent quand tout semble perdu. Abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications et retrouvez-moi pour la suite, car croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui vous attend.